Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Monsieur Jean Soulard. Bonjour, Monsieur Soulard, ça va bien? Bonjour Pierre, oui, ça va bien. Le coronavirus, pour vous, ça va bien, oui? Oui, tout à fait. Je me suis mis en quarantaine parce que j'étais en voyage et puis ça m'a permis de faire quelque chose, je pense, qui me plaît énormément, que je vais vous discuter après à la toute fin. Parfait. On voit immédiatement, Monsieur Soulard, qu'à votre accent, vous êtes pas né au Québec? Non, il m'en reste un peu d'accent, malgré que Oui. j'ai quitté assez jeune la maison, mais il en reste un peu. Et vous venez d'où, Monsieur Soulard? Alors, je suis né dans un minuscule village qui s'appelle la Gaubretière et ça se trouve dans l'ouest de la France, dans un département qu'on appelle la Vendée. Alors, pas très loin de l'Atlantique, ok, ça veut dire qu'il y avait de la pêche et tout ça, mais ce qui est le plus intéressant dans ce village, c'est que j'avais deux grands-mères, une qui avait l'auberge du village et l'autre qui avait la boulangerie du village. Et ça a été le départ de tout, finalement. Mon père était boulanger avec sa famille et de l'autre côté, ma mère était dans l'auberge avec sa sœur et ma grand-mère. Alors voilà. Wow! Et vous avez fait toutes vos études là-bas? Oui, tout à fait. D'abord, la petite école, comme on disait, l'école du village. Et puis, dans ce temps-là, à 13 ans, on vous demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Et vous deviez répondre ce que tu devais faire dans la vie. Pour vrai? C'est vrai, c'était comme ça. Wow! On disait, OK, là, tu vas avoir 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et moi, j'avais connu une grand-mère avec la boulangerie, une grand-mère dans l'auberge, mes parents, la famille, les tantes qui travaillaient au milieu de tout ça. Je me suis dit qu'il y a le choix entre pâtissier puis cuisinier. Je vais dire cuisinier, puis la pâtisserie elle va venir avec. Okay. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Alors ma mère, elle m'a dit, OK, on va t'envoyer dans une école. Pour elle, c'était important. Alors, on m'a envoyé dans une école qui était loin et pas loin. Aujourd'hui, c'est pas loin, mais dans ce temps-là, ça prenait 2 autobus pour se rendre 100 kilomètres plus loin dans une ville qui s'appelle Saumur. C'est sur le bord de la Loire. Il y a des châteaux tout le long. Wow. Les élèves pourront aller voir ça. Il y a plein de châteaux. Et il y avait entre autres une école hôtelière où j'ai passé 3 ans. Et à 16 ans, je suis sorti de cette école avec mon sac en me disant il faut aller travailler. Il y avait pas d'opportunité de faire quoi que ce soit à la maison. Ou ma place était, c'est pas que ma place n'était pas là, c'est que c'était des affaires de famille. Et puis à 16 ans, il fallait que je vole de mes propres ailes si je voulais manger puis dormir. Alors c'est comme ça que la vie a commencé. Étiez-vous un bon élève? J'étais un bon élève, mais j'avais pas beaucoup de talent. Et il fallait que je travaille beaucoup pour avoir des résultats, on va dire, médiums. Mais ça a été une chance, je dois dire. Ça m'a permis de piocher fort. Et je me suis aperçu quand le talent est une chose, mais le talent, il vient surtout, je crois, en tapant sur le clou. Le talent vient avec la sueur et le travail, vraiment. Et je me suis aperçu que si la première année d'études, j'étais dans le fond de la classe, arrivé dans la 3e année, j'accotais les plus forts qui n'avaient pas besoin de forcer très fort. Et je crois que ça a été ma première leçon de la vie. Quand tu veux, là, pioche, travaille, transpire, et puis sois ton affaire, puis tu vas y arriver. Si vraiment tu es passionné de ce que tu fais. Et c'était vraiment... vous vous êtes jamais posé de question à savoir si c'était vraiment ça que vous vouliez faire? Ah, c'était pour moi quelque chose de naturel. Dès que j'étais dans une cuisine, j'étais heureux. Mais j'étais heureux déjà avec ma grand-mère quand j'étais dans ses jupons, là. D'être dans les jupons de ma grand-mère, là, quand j'étais haut comme la table, pour moi, là, c'était extraordinaire. Il y avait les odeurs, il y avait le goût, je la voyais aller. Le grand-père, il avait un immense jardin. Tout venait du jardin. Il y avait un cochon qu'on élevait avec les restants de table. On tuait le cochon, blabla. Il y avait les poules, les lapins. J'étais né au milieu il y avait que des fermes autour du petit bourg qui était là. Alors pour moi, c'était assez naturel. J'étais tombé là-dedans et pour moi, c'était la bonne chose à faire. Je savais pas quel chemin fallait prendre parce qu'on me l'a pas dit. Mes parents sont nés, mes grands-parents sont nés dans ce petit village, puis l'horizon était, on va dire, bouché par la non-connaissance peut-être de ce qui m'attendait un peu par la suite, mais ça m'a permis de le découvrir. Monsieur Soulard, si on va sur votre site jeansoulard.com et qu'on regarde votre biographie, vous avez fait le tour du monde. Ouais. Votre métier vous a permis de faire le tour du monde. Mais là, quand vous êtes sorti du cours de cuisine, quels ont été vos premières petites jobs, là, comme on peut dire? Là? Ah, c'est une bonne question. J'ai été pizzaiolo, je faisais des pizzas.
Alors, il y a... la facture, là? Oui, ben ça, je l'ai appris sur le tas. Ouais. Tu as 16 ans, puis tu fais la pâte à pizza. J'avais trouvé une job à Chamonix. Alors, dans ce temps-là, on n'avait pas Internet, mais il y avait un journal qui s'appelait l'Hôtellerie, puis on faisait les petites annonces. Puis avec ma main, j'avais pris une feuille de papier, puis j'avais écrit, puis pour dire, OK, je suis intéressé. Et puis le gars, il m'a dit, OK, viens faire des pizzas. Alors, je me suis retrouvé dans un paysage merveilleux, Chamonix, les Alpes et tout ça. Ouais, c'est beau. Et après une semaine que je faisais les pizzas, le chef qui était en arrière, qui faisait le reste du menu, il m'a dit, petit, là, viens par là, là. Moi, je vais partir en vacances, tu vas me remplacer. Alors, j'ai pas fait longtemps les pizzas, OK? Wow! Alors, bien sûr, il est parti une semaine en vacances, il m'avait fait toute la mise en place, là. Les sauces étaient prêtes, les 5-6 plats du menu étaient là. Mais ça a été pour moi, on va dire, un bon apprentissage. Mais ça a été la première job. Mais il fallait qu'il vous fasse confiance. Il fallait quand même qu'il vous voie. Mais j'étais toujours rendu, dès que j'avais une pizza qui était à cuire, je virais de l'autre bord, puis je regardais tout ce qu'il faisait, là, OK? Puis je posais plein de questions, puis comment tu fais ça, puis ça tu fais comment, OK? Puis je le voyais monter les assiettes. Alors je me disais, OK, ça c'est plus la pizza. Au bout d'une semaine, je savais la faire la pizza, OK? Une fois que tu sais faire la pâte, que tu l'as fait lever, que tu la roules. Je la tournais pas encore, mais bon, non, ça va pas prendre de temps. Mais alors c'est comme ça que ça a commencé. Et puis les petits jobs se sont poursuivis pour devenir par la suite des plus gros jobs. Je suis allé en Corse. Je me suis aperçu, comme vous l'avez dit juste avant, que ce travail allait me permettre de voyager. Mais ce travail, pour l'accomplir comme il faut, il fallait connaître beaucoup de chefs, beaucoup d'endroits. Okay? C'était la façon dont j'avais ressenti ce métier, un peu comme ma grand-mère qui m'avait appris toutes les bases et qui a toujours été pour moi quelqu'un sur lequel, même dans les plus grands doutes, au milieu du château Frontenac, dans les cuisines, tout d'un coup, je me disais, même si j'avais 100, 120 personnes autour de moi dans les cuisines, le doute pouvait m'habiter. Et je me disais, qu'est-ce que ferait la grand-mère, OK? Et là, je revenais sur les bases, là. Elle reste toujours ici, elle, là. Elle est toujours là, OK? Elle était toujours là. Et donc, je me suis aperçu que pour apprendre ce métier, il fallait que je rencontre beaucoup de monde, beaucoup de chefs, beaucoup de façons de faire. Et puis en voyageant, j'allais apprendre tout ça. Puis on prend le goût au voyage. Ça a été donc l'Angleterre, la Suisse, l'Italie. Là, j'ai dû revenir pour faire le service militaire. Ça existait encore, c'était obligatoire. Oui. Moi qui étais un peu antimilitariste, c'est plutôt communautaire et blabla. Mais bon, ça c'était une autre affaire. Et puis, j'étais reparti de plus belle. J'ai fait des grands restaurants 3 étoiles Michelin, des top class restaurants à travers le monde. J'ai commencé à travailler avec une compagnie qui s'appelle Hilton International. Je me suis retrouvé en Asie, le Japon, les Philippines, Manille, Guam dans le Pacifique, une île dans le Pacifique. Et puis, j'allais de transfert en transfert avec cette compagnie. J'y restais 1 an, 2 ans. Et puis, il y avait un hôtel qui ouvrait en Australie à Perth, du côté ouest australien. J'étais sur ce coup-là. Et dans les mêmes 24 heures, il y a mon boss qui me dit, il y a une ouverture au Canada. Je lui dis, bon, le Canada. Je trouvais que ça se comparait l'Australie et le Canada. Pas la température, mais la grandeur du pays. Le pays était jeune, le pays avait tout à faire et l'immigration était là. Et il y avait, comme je dis, il y avait tout à faire, tout à grandir, tout à monter. Et puis, il me dit, tu as 24 heures pour y penser. Le lendemain matin, je me souvenais plus de la question qu'il m'avait posée parce que j'avais sorti tard avec un copain. Et il me dit, l'Australie ou le Canada? Puis j'aimais la neige, peut-être à cause de Chamonix. Oui, j'aime la neige. Ah oui, Chamonix, oui, vous avez raison. Oui, vous y avez touché, là. Oui, j'avais touché. Et puis, j'aimais la neige. Puis je me dis, l'Australie, je pourrais y retourner, c'est pas un gros problème. Alors j'ai dit, OK, le Canada, je m'en viens au Canada. Canada, c'était Québec, l'hôtel Hilton, 570 chambres. Dans ce temps-là, il y avait 7 restaurants, on gérait le centre des congrès. Et puis, j'arrive là, je devais rester 2 ans. Et voilà. Tu n'es jamais reparti. Je suis jamais reparti. À vrai dire, je devais partir au Venezuela. Dans ce temps-là, le Venezuela était sécuritaire. Il y avait un gros hôtel qui m'attendait. Je commençais à apprendre l'espagnol.
Et je suis vraiment tombé en amour avec la ville de Québec. Et on tombe pas en amour avec les murs de la vieille ville. On tombe en amour avec les gens qui sont autour de nous, avec la façon de penser, la philosophie des gens et aussi inconsciemment, je me suis dit, il y a des choses à faire ici, parce que il n'y avait pas grand-chose au début des années 80 au point de vue ingrédients. Et je me dis qu'il y avait quelque chose à voir, à regarder, à développer. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Et je passe dans les mains du Château Frontenac début des années 90 et j'y reste les 20 années après. Oui. Vous êtes resté longtemps au Château Frontenac? Oui, une vingtaine d'années. Comment, là, je vais revenir à Chamonix parce que c'est vraiment important, là, parce que moi, j'ai fait beaucoup de restauration aussi. Moi, j'étais côté serveur, là, puis je me suis dit, jamais, je veux jamais être cuisinier. Il fait chaud, les petits papiers qui sortent de commandes, le poulet qui peut passer tout droit parce que on fait 15-20 plats en même temps. Ouais. Dès vos débuts, vous avez été capable de jongler avec cette pression-là parce que c'est une pression quand même. Parce que le plat, faut qu'il soit bien cuit, il faut pas qu'il soit trop cuit, il faut qu'il soit goûteux, il faut qu'il soit beau. Vous avez été, ça a été facile pour vous de gérer ça? J'ai grandi là-dedans. Je suis né après une sauce hollandaise, m'a dit ma mère. Il y avait un banquet dans l'auberge de ma grand-mère. Et puis, apparemment, c'est un samedi soir. Il y avait un banquet. Je me suis mis à pousser. Ma mère était en train de monter la sauce hollandaise pour le saumon qu'elle servait. Je sais pas, il y avait 70 personnes. Elle est montée dans la chambre en haut. C'est comme ça que ça se passait, ok? Dans la chambre au-dessus. Ouais. Je suis sorti, ok? Déjà, j'entendais le bruit des clients, là, ok? C'est comme ça que ça se passait. La sage-femme, apparemment, elle est arrivée en retard, mais bon, c'était correct. Il n'y avait pas de problème avec ça. Alors, tout ça pour expliquer que je suis né dans le monde de la restauration. Les clients, ils ont fait partie de ma vie. Pour aller dans le restaurant en arrière pour aller dans le restaurant de ma grand-mère, vous deviez traverser sa cuisine. Vous disiez bonjour à la grand-mère, vous voyez ce qui mijotait sur les fourneaux, puis vous passez dans le restaurant. Okay, c'est comme ça que c'était. Moi, j'ai grandi là-dedans. Alors, la pression, je la gérais, faut croire. C'est clair qu'à mesure que les hôtels grossissaient, que je devenais chef des cuisines, parce que ça, j'ai pas passé commis de cuisine à chef de cuisine. Hein. Les étapes, là, toute mon histoire, là, elle se fait progressivement. Vous avez sûrement fait un peu de plonge à un moment donné aussi. Là. On a commencé par la plonge. C'est normal. Ouais. C'est normal. Puis même quand vous étiez cuisinier, vous faisiez encore un peu de plonge. Exact. Ça, c'était naturel. Mais la pression, c'est quelque chose que je gérais. Bien sûr, à mesure que les responsabilités sont arrivées, j'ai eu un échappatoire qui a été pour moi miraculeux parce que c'est un métier qui est entre parenthèses dangereux. Peut-être faut dire ça aux élèves. On est entouré d'alcool, on est entouré de bouffe. La pression nous amène à prendre des trucs un peu illicites, ok, qui sont pas toujours corrects, des gros machins, et ça c'est pas bon. Et moi, mon échappatoire, c'était de courir. Oh. Je courais pas pour mon body, là, ok, mais je courais pour nettoyer ma tête, ok. Au Château Frontenac, là, tout d'un coup, j'avais mon premier sous-chef qui arrivait. Il dit, chef, vous n'avez pas votre paire de running quelque part? Ça voulait dire à prendre l'air, là, ok? Tu es en train d'exploser, là, ok? Tu vas tordre le cou de 2-3 mètres d'hôtel, un ou deux clients, puis un ou deux cuisiniers, c'est pas bon, on va manquer de staff demain. Hein? Et pour moi, de partir autour des plaines d'Abraham, c'était un échappatoire. Et un échappatoire d'abord dans ma tête. Je partais avec 10 questions et je revenais avec 10 réponses. Ça ressemblait à ça et tout s'éclaircissait d'un seul coup. Alors ça a été miraculeux et aujourd'hui, je me suis mis à courir des marathons, des triathlons, Ironman, tout ce que vous voulez. Puis je le fais encore, là, ok. Maintenant, j'ai un âge vénérable, mais ok, là, cette année, on va sans doute pas courir grand-chose à cause du coronavirus, mais je suis toujours inscrit sur quelques triathlons, un ou deux marathons, et puis des courses ici autour de Québec, Charlevoix, parce que j'ai un pied à terre dans Charlevoix. C'est magnifique. Et puis voilà, c'est ça. Ouais. Alors là, je me suis éloigné de votre question, là. Non, mais parce que j'ai demandé comment vous aviez géré votre pression, puis je pense que vous avez... La pression, c'est ça. Puis moi, j'encourage les élèves à se trouver
vous n'êtes pas obligé de courir, vous n'êtes pas obligé de faire de l'exercice, mais de se trouver un échappatoire sain. Okay? Je sais pas moi, ça peut être un Rubik's Cube ou ça peut être dessiner. Je peins, mais je peins sporadiquement. Tout d'un coup, je peux être un an sans prendre mon pinceau, et puis tout d'un coup, je m'y mets. Et c'est ça. Mais mon échappatoire quotidien, c'est vraiment l'exercice. Là, les plaines d'Abraham j'habite Québec, on comprend. Les plaines d'Abraham sont juste à côté. Dans Charlevoix, le massif est pas très loin pour faire du snow. J'ai encore installé sur mon snow. Je veux plus revenir sur mes skis. Wow. Et alors c'est ça, de se dire que suffit d'avoir l'ouverture d'esprit. Encore une fois, juste se choisir quelque chose pour nettoyer sa tête. J'appelle ça nettoyer sa tête. J'adore ça, j'adore ça. Mais Monsieur Soulard, avez-vous déjà été, parce qu'on a toujours j'en ai vu moi quelques-uns d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je reste en restauration après ça, là. Mais des chefs, vous savez, avec le caractère grognon, vous savez là, ça lance. Moi j'ai vu passer une poêle là, à un moment donné. Là, quand j'étais dans un restaurant, c'était dans un hôtel. J'ai vu passer une poêle, là, parce que le chef n'était pas content de quelque chose. On n'a jamais su quoi, mais il était pas content. Avez-vous ressemblé à ça à un moment donné? Dans un de mes premiers stages, entre les années d'école, on nous envoyait en stage pendant le mois de juillet et août, les mois de congé. On nous envoyait dans un stage. Et je me suis retrouvé avec un chef. On était tous les deux, lui puis moi, dans la cuisine. Et il frappait. Il frappait, là, vraiment. Moi, physiquement, il me frappait. Oui. Et puis j'étais tout petit, puis je suis pas encore gros, là, ok. Et je rebondissais dans la porte du réfrigérateur qui était au bout de la cuisine, ok. Quand il était en maudit après sa bonne femme, là, il revenait furieux dans la cuisine, puis les casseroles de cuivre, là, parce qu'il avait des casseroles de cuivre, j'étais devenu un expert pour, quand je voyais partir la casserole, de sauter pour que la casserole de cuivre passe, puis hop, je continuais mon boulot, ça devenait assez naturel. Ça a été le premier et le seul. Et je me souviens m'être dit, dans ce temps-là, si un jour j'arrive à prendre du galon dans ce métier, jamais je ferai un truc pareil. La violence n'a pas lieu. Puis c'est pas comme ça que vous résolvez les problèmes, on s'entend-tu, là? La violence physique et psychologique aussi. Ah oui, parce que là, vous avez... Pas d'en dire des méchancetés. Tout à fait. Vous avez 15 ans, là, vous voyez cette violence. Alors que moi, j'étais né avec deux familles autour de moi, là, puis... À vrai dire, c'est le village qui t'élevait, là. Okay? C'est un peu comme en Afrique. Là. Et là, je comprenais pas, mais j'ai compris très rapidement que ce métier pouvait être violent, vraiment. Mais c'était le seul gros exemple que j'ai connu. Et c'est drôle, c'est que je l'ai connu dès les premiers pas dans une cuisine autre que celle de ma grand-mère. Ouais. Donc, somme toute, cette image de chef, comme je vais redire le mot grognon, vous l'avez presque jamais vu, et c'est un mythe, ça. Oui, oui, il y en a qui avaient des sautes d'humeur, ok. Ouais. Et, au début, évidemment, vous avez des tampons, vous avez d'autres chefs au-dessus de vous, parce qu'il y a une hiérarchie assez pyramidale dans notre métier, dans des grosses cuisines. Ouais. Il y a un chef, il y a des sous-chefs, il y a ce qu'on appelle des chefs de partie, des chefs qui sont responsables de la sauce, de la rôtisserie, du froid, la pâtisserie, la boucherie, et ainsi de suite, l'entremétier qui est le travail des légumes. Or, tout ça, dans les grosses cuisines, ça existe encore. Okay? Ça existe au Château Frontenac. Alors, cette structure faisait en sorte qu'il y avait du monde au-dessus de moi. Alors, les humeurs du chef ou des sous-chefs, je les avais pas directement. Puis après, je suis devenu, moi, chef de partie, sous-chef, puis chef, et j'ai gradué en essayant de maintenir nos nerfs, ok. C'est primordial. Exact. C'est primordial, oui. Parce que, comme je vous disais, j'ai travaillé dans un restaurant et ça détruit l'ambiance d'une. Ça devient pourri. C'est l'équipe. On se regarde après puis on fait. C'est parce que là, j'ai encore il faut que j'aille le sourire devant le client encore. Oui, ça marche pas. C'est pas évident du tout. Oui. Monsieur Soulard, écoutez, j'imagine que vous avez eu des obstacles, peut-être des bâtons dans les roues au courant de votre carrière. Quelles ont été vos plus grandes difficultés? Comment on fait pour sortir de ça? Comment vous avez réussi à passer au travers de ça? Comment j'ai réussi? Je vous ai expliqué que je courais un peu pour me nettoyer ma tête. Je pourrais prendre des
des choses spécifiques, mais où on n'aurait pas trop l'image si on n'est pas dans une cuisine. Okay? Quand vous avez des grands chefs d'État qui débarquent dans votre hôtel et puis que le protocole arrive là, puis que vous devenez fou autour de ça, qu'il y a tous les systèmes de santé fédérale qui vous roulent dedans, et puis que tout le monde a son mot à dire sur tout ce qu'il y a à faire. Les gardes du corps qui se promènent un peu partout. Il y en a partout. On a connu la francophonie ici à Québec, 52 chefs d'État. J'ai fait celui de Moncton aussi quelques années plus tôt. Les présidents, je sais pas, des États-Unis, d'Europe qui débarquent dans l'hôtel, les stars qui débarquent dans l'hôtel. Là, ça prendrait des heures avant que je raconte tout ça. Là. À vrai dire, je pourrais pas dire leur nom, mais il y a des choses très drôles qui peuvent être dites. Et évidemment, il y a la pression. Et dans des moments comme ça, bien sûr, vous devez sortir la job, vous devez communiquer, vous devez distribuer, vous devez faire confiance. Mais ces difficultés, à mesure que vous grandissez, évidemment, vous avez une certaine philosophie pour sortir de tout ça. Il vous sert à rien de péter les plombs, là. Okay, ça c'est la dernière chose. Il y a une grosse connerie qui vient de faire. Ok, on se calme. Ok, où est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Là, c'est fait. Là, ok, on passe à autre chose. Ok, puis on essaye calmement de le faire. Et c'est encore une fois. Puis quand ça montrait trop, je faisais le tour des plaines d'Abraham. Je revenais 1 heure plus tard, puis j'avais la solution. Parce qu'il y en arrive, quand on manque la sauce, il faut toujours bien la refaire, la sauce. Oui, c'est un exemple minimaliste parce que vous avez des chefs sauciers pour faire ça, puis ils connaissent faire la sauce aussi bien que vous, sinon mieux. Oui. Mais des fois, c'est surtout des stratégies, des structures, des changements. Ils sont plus 600, ils sont 700 maintenant. Vous avez connu les restaurants, ok? D'un seul coup, on attend 30 personnes et puis le restaurant s'est rempli 2 fois, puis vous n'avez pas le temps de le voir venir. Ils sont tous jetés sur du homard alors que vous aviez une mise en place de homard normal. Ça, c'est des petits exemples là, mais c'était le quotidien. Et mais surtout respirer par le nez. C'était ça. Puis il y en avait, je dirais pas tous les jours, mais on fait face en tant que chef de cuisine à toute cette poutine au quotidien, oui. Est-ce que il y a des gens qui ont essayé de vous démoraliser en vous disant vous serez jamais un bon chef, qu'est-ce que vous faites là-dedans, retournez dans votre petit village, faire du pain. Avez-vous eu ce genre de commentaires-là? Le premier qui me fessait, là, il a été celui-là. Qu'est-ce que tu fous? Tu feras jamais un cuisinier, toi, ok? Oh, wow. Tu feras jamais un cuisinier. Lui, il m'avait dit ça. À 15 ans, quand on dit tu ne seras jamais un cuisinier alors que tu commences tes études de cuisine, ça va pas bien, là, ok? Vraiment. Mais quelque part, j'étais passionné de ça. J'aimais ça. Il faut aimer ce qu'on fait. De dire peu importe ce que vous faites. Et il n'y a pas de sot métier, disait ma grand-mère, là, ok? Il n'y a que des sots gens. Oh. Ça, c'était les paroles de ma grand-mère. Et peu importe ce que tu fais, ce que j'appelle les métiers de petites mains, si vous êtes passionné par ça, si vous êtes passionné d'être agriculteur puis de ramasser les petits pois, mon Dieu, vous êtes le roi du monde parce que vous faites ce que vous aimez. Et vous avez besoin de ces petits pois. Et moi, j'ai besoin de ces petits pois, tout à fait. Et c'est une chaîne. On s'aperçoit aujourd'hui avec le coronavirus que quand on brise la chaîne, ça devient catastrophique. Là, okay? Ouais. Et il y a, encore une fois, c'est d'aimer ce qu'on fait au quotidien. Il n'y a rien de pire que d'être obligé de faire comme ça, de faire un job qu'on n'aime pas et de ne pas faire un job parce que c'est seulement payant. Non, vous irez nulle part avec ça. Oui, vous aurez des sous, vous aurez une grosse maison, puis un jour, vous irez faire des petits pois parce que c'est ça que vous aimeriez faire. Des petits pois. Voilà. Et on peut, quand on est jeune, faire des petits jobs ici et là qui en fait, c'est très rare qu'on fait des jobs qu'on aime quand on est jeune. On va travailler au dépanneur, tu sais, des choses. Ouais. Mais en travaillant au dépanneur, vous pouvez découvrir votre intérêt. Est-ce que vous avez envie de travailler au contact des clients? Est-ce que ça vous intéresse pas du tout? Est-ce que un ingrédient dans le dépanneur vous a plu puis vous dites
ça, j'aurais envie de faire ça. Okay? Ça, c'est sympathique. Ou le gars là qui me livre telle ou telle patente là, ok. Là, son produit là, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Là, je parle comme un cuisinier là, mais ça peut être aussi, ouais, il a une moto là. J'aimerais bien réparer cette affaire là. Ok. Il y a des choses qui doivent vous allumer quand vous êtes jeune, et c'est ça qui doit vous interpeller. Vous avez parfaitement raison parce que j'ai commencé, moi, en donnant des cours de natation. Moi, je viens de cette île, je donnais des cours de danse, je donnais des cours de toutes sortes d'affaires. Je me suis retrouvé enseignant. Ouais. Je dis, les jeunes, c'est le fun, on a du plaisir ensemble, bon, tout ça. Ben, on pourra peut-être, mais finalement. C'est ça. Tout à fait. J'imagine que vous avez rencontré des gens inspirants. Parlez-nous de ces gens-là. Les gens inspirants, j'en ai beaucoup. La première, c'est ma grand-mère, bien évidemment. C'était une femme de peu de mots, mais elle m'a tout appris sans le savoir d'ailleurs. Okay? Seulement d'être avec elle, d'être à côté d'elle et d'être avec elle dans la cuisine. Ma tante qui était à côté, qui travaillait donc avec ma mère, qui s'occupait aussi du côté cuisine et restauration. Ma mère s'occupait plus du côté des chambres. Ça a été les deux personnes. Par la suite, il y a eu des chefs très inspirants. À travers tous les pays que j'ai fait, il y en a qui m'ont amené plus loin. Puis il y a ceux qui vous inspirent par leur personnalité, à travers les médias, à travers les. Alors je vous balancerai bien des noms, mais c'est peut-être pas intéressant. Allez, deux noms. Bocuse, Ducasse, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré. Comment dirais-je, vos élèves peuvent aller voir DUCA2SE. C'est un gars qui m'a beaucoup inspiré. Il a des restaurants à travers le monde, une philosophie de la vie, des ingrédients. Bien sûr, notre métier repose sur les ingrédients qu'on nous amène. Oui. Et on a besoin de bons stocks pour faire des bonnes choses. Il n'y a pas de bon cuisinier qui peut faire des bons plats si l'ingrédient est pas bon. Et aujourd'hui, au Québec, on a tout ce qu'il faut. Alors, ces gens-là m'ont inspiré. Puis, bien sûr, ceux qui m'ont inspiré, qui sont pas pour autant cuisiniers, à travers mes voyages, sont des gens qui croisent votre chemin. Okay? J'ai fait beaucoup l'Inde, le Népal, j'ai monté des montagnes. Des gens qui vous avez juste à les regarder, juste à voir comment ils se déplacent, juste souvent avec très très peu de mots, juste à regarder, juste à voir, ok, et vous dire, il est inspirant. Et ils n'ont pas de nom, mais ils sont des choses qui m'ont marqué, des Dalai Lama, ceux-là je les ai pas connus, mais à leur manière. Ouais. Des gens de tous les jours, j'allais dire. Des kidam que vous pouvez croiser, une grand-mère des fois que je peux croiser sur les plaines là, qui m'interpelle, puis j'ai juste à écouter et j'apprends énormément. Et ces gens, pour moi, sont aussi inspirants qu'un grand philosophe, oui. Il y a toujours une partie qu'on aime de notre travail, puis une partie qu'on aime moins, mais qu'on est obligé de faire. Ouais. Alors, en tant que chef, qu'est-ce qui vous anime, puis qu'est-ce que vous aimez vraiment faire? D'être dans la cuisine, puis faire de la bouffe, ok? Transformer. Et OK, donc faire cuire. OK, dans des grosses cuisines comme le Château Frontenac, un chef a même pas l'opportunité d'aller au fourneau, ok? Tellement la structure est grosse, puis tellement que chacun a sa place et que vous avez 5 cuisines avec du monde dans chacun et chacun sait ce qu'il a à faire et comment le faire. Vous avez 3 sous-chefs qui sont là du matin au soir, bien sûr à tour de rôle, et qui gèrent en dessous vous, là, qui gèrent la poutine. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'être avec le personnel là, pendant le service, d'être à côté. J'allais dans la cuisine où ça allait brasser le plus, je me disais c'est là que la guerre allait aujourd'hui, et puis fallait que je sois là, ok. Et je disais à mes sous-chefs là, je veux voir personne dans les bureaux pendant les services là. À midi là, on est ailleurs là, ok. Et puis le soir c'est la même chose, on n'est pas planté là, ok, ça c'est clair. Et ce que j'aime même moins le faire, c'est tout la poutine de bureau. Okay? Et les meetings, les réunions, les réunionites. Là, adieu. Ouais, ça, vous connaissez ça, je pense, dans l'éducation. Ouais. Alors là, j'avais trouvé un truc, je dispatchais. Avec mes sous-chefs, toi, tu vas prendre ce comité, cette réunion. Dans le travail de bureau clérical, toi, tu t'occupes du staff, les cédules, et ainsi de suite.
je me gardais les commandes, je me gardais tout ce qui était relation avec les petits producteurs qui pour moi étaient quelque chose d'extraordinaire. Je pourrais en parler des heures de tout ce qui a été créé au Québec avec les produits. Et puis voilà, ça, je me suis dispatché ça. Bien sûr, j'en donnais pas trop à mes assistants, là. Il fallait être juste là-dedans. Mais en me posant la question, il y avait ces deux choses bien distinctes. J'étais un gars de terrain, quelque part. Oui. Donc, vous n'avez jamais hésité à déléguer? Non, non, c'est primordial. C'est primordial. Si tout doit passer par vous, vous allez mourir. Dans des grosses patentes, là, dans des gros hôtels, si vous appropriez tout, puis que vous êtes le seul décideur, vous mourrez. Et vous acceptez en même temps qu'il y a des décisions qui sont prises, qui sont peut-être pas tout à fait les vôtres, et puis qu'il faudra un moment s'en reparler, là, ok? Parce que on est arrivé dans le mur, puis arriver dans le mur, c'est pas le fun, ok? Mais oui, pour moi, déléguer, j'avais aucun problème avec ça. Et bien au contraire, c'est comme ça que vous faites grandir les gens autour de vous. Et que parce qu'il y a des gens qui par la suite peuvent vous quitter parce qu'ils ont d'autres promotions ou tout ça. Et il faut monter la gang, là, ok? Non, la déléguer, là, c'est pas de trouver avec ça. C'est quoi le plus grand nombre de personnes que vous avez servi en une journée ou en une soirée, mettons, quand on parle du repas du soir, là, le plus grand nombre, le plus grand nombre de clients que vous avez fait? Ben, vous voyez, dans des hôtels où il y a 3 restaurants, service aux chambres, 620 chambres, la moyenne, c'est autour de 1500 repas. Mais si vous avez un traiteur de 2500 personnes à l'extérieur, vous tapez tout de suite 4000, ok? Ça, c'est pas tous les jours, mais c'est, vous savez quoi, c'est pas le nombre qui fait le montant de travail. Non, je comprends, M. Soulard, mais je vais vous arrêter parce que pour le commun des mortels, là, comme moi, avant que je travaille dans les cuisines, j'ai travaillé au centre des congrès à Rimouski, où est-ce que on a fait 7 ou 800, je pense, là. La patate, là, qui est dans le plat, là, oui. c'est pareil pour tout le monde. Oui. C'est ça mon point, là, quand je vous dis ça, là, parce que pour le commun des mortels, est-ce que c'est à l'assiette? Faut que quelqu'un mette chaque ingrédient dans l'assiette, et ça fait 4000 assiettes. Oui, mais vous êtes d'accord que vous êtes structuré pour ça, ok? Je sais. Les patates, vous avez 4000 patates qui sont pareilles, puis qui sont classées comme il faut. Et ça, c'est le côté facile de ces banquets-là. Okay? On sait le nombre de patates, le nombre de steaks, le nombre de brocolis, que sais-je, ok? Ouais. Mais ce qui est plus compliqué, c'est quand vous avez 20, 30 banquets différents dans des salles différentes, les restaurants sont pleins avec des cartes qui sont longues comme ça. Là, chacun prend des choses qui sont différentes. Ça devient beaucoup plus compliqué que de faire 2000 repas pareils, là, ok? Ah, vous avez raison là-dessus. Ouais. Vous avez raison. Et évidemment, l'image du nombre, pour les gens qui ne connaissent pas trop la restauration, c'est impressionnant. Les commandes sont impressionnantes. Oui. Mais c'est vrai que le restaurant, lorsque les papiers rentrent puis c'est différent pour chaque client, il y a le service aux chambres en plus. Vous avez de la brouille dans le toupette. Hein. Vous n'en avez pas, mais vous en avez. Ouais. Pour terminer, un petit mot pour nos jeunes, par exemple. Qu'est-ce pour les inspirer, pour leur donner le goût d'avancer? Ben, je l'ai dit un peu plus tôt, faites ce que vous aimez. Faites-le. Choisissez quelque chose qui vous attire, qui va vous emmener ailleurs, que vous aimez énormément. Si vous devez choisir une profession, évidemment, dans ma génération, on choisissait une profession, c'était pour la vie. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite que vous avez le temps de changer 2-3 fois. Néanmoins, tous les choix que vous allez faire, j'ai pas le coronavirus. À voir. Tous les choix que vous allez faire, vous devez les sentir et pouvoir mettre votre cœur dedans. Ça, c'est ça que je vais leur conseiller. Et malgré tous les obstacles qu'on va rencontrer, malgré toutes les personnes qui vont vouloir nous décourager. Oui, tout à fait. Et si un jour vous voulez faire du théâtre ou de la musique, là, j'imagine vos parents, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Tu vas pas gagner ta vie. Si c'est ce que tu veux faire,
fais-le. Puis, et puis tu verras bien, tu seras heureux à faire un peu de musique, tu seras heureux à faire je sais pas, des trucs, tous les jobs que les parents aiment pas que leur enfant pourrait faire parce qu'il y a une incertitude, parce que oui. Comment tu vas vivre? C'est toujours la question. Faites-le. Faites-le. Si vous pensez que vous devez vous promener autour du monde, pas maintenant, ok? Autour du monde pendant 1 an, 2 ans, faites-le. Vous allez apprendre plein de choses. Soyez prudents, bien évidemment, mais bon, certains d'entre nous ont fait ce genre de voyage-là. Ça a été fantastique. Je veux dire, j'effacerai pas une journée de ma jeune carrière à faire ce que j'ai fait, absolument. Et je vais les encourager à être un peu fous. Oui. Ah, j'aime ça. Soyez fous. Puis dites-le pas à votre parent, mais soyez fous. Dans le bon sens. Moi, je le dis à mes petits-enfants. Ma mère, ma fille, elle me regarde en me disant, il vas-tu arrêter, lui? mais je leur dis, j'ai 3 petits-enfants, je leur dis, allez, let's go. OK, il y en a un qui a 13 ans, il comprend mieux ce que je dis. Les autres, 10 ans, 7 ans sont un peu plus jeunes, mais soyez fous. Soyez fous. Oui, soyez fous. On finit de même. Soyez fous. Oui. Monsieur Soulard, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai quelques petites questions en rafale. Questions rapides, réponses rapides. C'est bon? Oui. Le plus beau pays où vous avez travaillé? Ah, ben, c'est mon village où je suis né. C'est le plus beau des pays. Et le deuxième, ça va être Québec, évidemment. Oh. Non, je suis sincère. Je suis sincère. C'est ça. Oui. Eh bien, puis là, vous avez parlé tantôt du Japon, l'Australie. Oui, c'est beau, puis je voyage beaucoup. J'étais en Inde du Sud quand le corona est parti. Je suis revenu très, très rapidement, mais je voulais connaître des épices et tout ça. Tout ça, ça va se transformer en un livre, qui sera pas un livre de recettes d'ailleurs, et pas l'Inde uniquement, mais un recueil de nouvelles qui va rassembler un peu tout ce que je vous ai raconté là dans les 20 dernières minutes. Oui. Wow. Oui. Le meilleur plat que vous avez préparé, vous, là, c'est quoi? Et ça, c'est une question auquel je réponds. Les meilleurs repas que j'ai faits, c'est pas où il y avait du caviar, où il y avait du foie gras, du homard et du crabe et puis du champagne partout. Les meilleurs plats que j'ai faits, c'est pas les ingrédients, c'était les gens qui étaient autour de la table. Et parfois, c'était seulement un gros fromage, une grosse miche de bon pain, une bouteille de vin rouge, des fois 2, peut-être 3, ça dépend du nombre des gens, mais les meilleurs repas sont pas les ingrédients, sont ce qu'on partage avec les gens qui sont autour de la table et qui font en sorte, et vous en avez, les jeunes qui nous écoutent en ont, et puis ils n'avaient pas de caviar autour de leur table, mais c'est les souvenirs de ces gens qui font en sorte qu'un repas devient magique ou carrément qu'est-ce que je fous là? Exactement. Ils ont mangé 10 plats somptueux à un coût extraordinaire, mais qu'est-ce qu'ils se sont emmerdés? Okay? Ouais. Mais j'en ai connu plein. Je dirais, je n'aimerais personne là, mais j'en ai connu plein comme ça. Oui. OK. Là, en tant que là, je veux le nom d'un plat. Un plat que vous avez totalement manqué, là. Mais que vous avez fait, oh mon Dieu, OK, on prend la poubelle, malheureusement, et on fait ça. Mais il y en a régulièrement. J'ai oublié une expérience marquante. Là, vous avez... Je pourrais vous dire mes confitures aux fraises que j'ai oubliées hier, OK? J'ai dit merde, elles sont trop réduites, mes confitures. J'étais parti en train de finir mon bouquin, là, puis ça sentait bon, puis tout d'un coup, j'ai dit, elles sont encore sur le feu, OK? Mais il y en a, puis notre métier fait en sorte qu'on fait des essais en permanence, ouais. Dans les épices, dans des produits qu'on connaît pas parce qu'on est curieux. Faut être curieux pour faire ce qu'on fait. Si vous êtes curieux, soyez cuisinier, ok? Parce que là, vous arrêtez pas là. Et je pourrais vous en nommer plein. Je sais pas, moi, tout d'un coup de mélanger une épice avec une autre, puis tu dis là, tu l'as raté là, ton truc là. L'idée était bonne, mais le résultat il est pourri là, ça marche pas ça, ok? Ou des cuissons, ou des textures que vous faites là. Et je cuisine encore, je travaille sur beaucoup de projets et des fois je m'amuse parce que la vie c'est aussi de continuer à faire ce qui nous plaît et
Et pour moi, c'est de faire encore des expériences. Et alors, vous nommez un plat, ce serait plate pour tous les autres plats que j'ai manqués, vraiment. En fait, de la façon que vous présentez le cuisinier, c'est un scientifique, c'est un chercheur. C'est un chimiste. Un chimiste, ah oui. Oui, c'est un chimiste. C'est une façon un peu particulière de vulgariser le cuisinier, mais moi je dirais que c'est un artiste, le cuisinier. Aussi. Oui, d'abord, après ça, parce qu'on travaille avec tous nos sens, les yeux, le nez, la bouche, vous allez me dire les oreilles, oui, le rôti il est en train de cuire là à côté dans le four, vous l'entendez là, où il est sur le grill, juste à l'œil, le sang est en train de perler dessus, vous savez la cuisson où il est. Vous travaillez avec tous vos sens, vos doigts, vous touchez, vous goûtez, et c'est merveilleux. C'est un des métiers où on a besoin de tous nos sens pour pouvoir s'éclater. Et pour moi, c'est un métier d'artiste. Oui, bien sûr, je dis chimiste parce qu'on fait de la chimie dans la mesure où on fait des mélanges. Mais ça, je laisse ça à mes amis de l'Université Laval, là, à Normand, qui est un copain qui est chimiste. Là, okay. Mais non, on est des artistes, je crois. Oui, il y a quelque chose de scientifique, mais ce que retient le cuisinier, souvent le cuisinier d'ailleurs, beaucoup moins maintenant, mais à mon époque, on faisait des choses sans les comprendre. Tiens, pourquoi la hollandaise, elle monte et puis qu'elle se tient? Okay? Pourquoi en faisant telle et telle chose, il y a une amalgame ou il n'y a pas d'amalgame? On savait qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça soit juste, mais on ne savait pas pourquoi c'était là. Bien sûr, les nouvelles générations, la cuisine moléculaire, on a appris par la suite qu'il y avait telle et telle affaire qui se produisait. Okay? Et on faisait d'ailleurs des mouvements qui n'avaient pas rapport. Pourquoi tu fais ça finalement? Ça sert à rien. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on l'a toujours fait comme ça. C'était la réponse. Parce qu'on l'a appris comme ça, parce que nos vieux chefs nous l'ont appris comme ça, puis qu'il n'y avait pas d'autre façon de le faire. Mm-hmm. Et ça s'est beaucoup démocratisé. Oui. Vous avez parlé tantôt que vous avez accueilli de nombreuses personnalités dans vos restaurants et tout ça. Quelle est la meilleure personne que vous avez rencontrée? Vous savez, là, la plus charmante, la plus gentille, on ira pas dans l'autre sens, là, mais la personne qui vous a le plus touché, une personnalité connue. Ouais, je défilerais peut-être des politiciens qui, en tant que politiciens, ils sont pas trop aimés, mais j'irais plutôt dans le show business. Paul McCartney, qui traverse ta cuisine. Paul McCartney, oui. Oui, parce que des fois, ils étaient mieux de traverser ta cuisine que de sortir par par la sortie de l'hôtel, okay? Où là, il y avait les paparazzi puis plein de monde qui les attendait. Alors, il y avait une façon de passer en arrière et puis sans qu'on les voie, ok? C'est assez, mais Paul McCartney, mais il y en aurait plein d'autres. Cette façon qu'ils ont d'être restés simples. Ils voyaient mes collègues de travail qui traversaient la cuisine principale, qui est énorme, là, qui est grande. Okay? Et puis, salut, bonjour, comment ça va? Et puis, ils peuvent parler français, la majorité d'entre eux, oui, ils parlent anglais, mais ils peuvent parler plusieurs langues. Et cette gentillesse, sincère, c'est pas de la vente, là, ok? Ils étaient sincères. Ils voyaient du monde qui travaillait et ils s'arrêtaient pour voir du monde qui travaillait, ok? Et je sais pas, là, mon bouquin que je suis en train d'écrire, je raconte cette rencontre avec la reine Elisabeth, là, lors de l'ouverture de la Maison du Canada à Londres, à la fin des années 90. Et elle passe devant ma table, puis elle se met à me dire c'est quoi tu représentes? Je représentais le Canada du côté Québec, j'avais 4 autres de mes collègues, et d'un français absolument impeccable. Moi, j'ai un accent anglais comme tous les Français qui ont un accent anglais, ok, à couper au couteau. Et elle me répond en français, demande c'est quoi les têtes de violon, c'est quoi votre sirop d'érable et blabla. Oui, elle a une job à faire, mais elle pourrait le faire en disant next, ok. Elle en fait tous les jours. Là. Exact. Mais il y a une sincérité que vous ressemblez chez certaines personnes. Et moi, je m'en fous de la reine, ok. mais bon, elle est sincère dans ce qu'elle fait. La sincérité dans ce qu'on fait, l'humilité dans ce qu'on fait. Ouais, vous avez rencontré beaucoup de personnes comme ça. Oui, plus qu'on pense d'ailleurs. Et ces gens-là, ils sont pas ce qu'ils sont
juste parce qu'ils ont un certain talent ou un certain rôle dans la vie publique, ils ont quelque chose d'autre absolument, et qui est plus grand que leur titre, leur profession ou leur talent. Ouais. Votre métier vous a amené à faire autre chose aussi. Vous avez fait de la télé. Ouais. Des émissions de télé. Vous avez écrit des livres. Vous êtes rendu à votre 12e livre, mais vous vous impliquez aussi dans différents projets, comme par exemple notre ami commun Nathalie Couson, avec qui vous avez travaillé au REFER, je pense. Oups, on s'entend que je viens de faire une erreur. On aurait dû entendre une amie commune. Mais que voulez-vous? Je peux pas toujours être parfait. On poursuit l'entrevue avec Jean Soulard. Nathalie Couson, avec qui vous avez travaillé au REFER, je pense. Vous avez fait un petit projet avec eux autres. Oui, on a fait un projet. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de répondre à des choses que j'avais pas toujours le temps de faire pendant les dernières années au Château Frontenac, entre autres. Mais oui, des choses qui ont un côté social. Pour moi, c'est important. Et je m'implique dans pas mal de fondations. Mais bon, je trouve que c'est normal de le faire. Et puis, quand c'est les jeunes, je m'implique énormément. Je m'implique beaucoup au centre de recherche en alimentation de l'Université Laval, qui s'appelle l'INAF, où je développe des cours pour les jeunes, les ados, les camps d'été. Et je veux plus le faire avec les adultes. J'en ai fait pendant des dizaines d'années, là, des ateliers, des cours, des formations. Les enfants apprendre aux enfants m'attire énormément et me passionne. Ils sont allumés, ils ont pas peur. Ils font plein d'essais, c'est des catastrophes des fois, mais tu les laisses aller, ils ont compris que c'était pas la bonne affaire. Exact. Alors oui, je m'implique beaucoup. Et puis, quand il y a des contacts comme le vôtre, et je sais que vous adressez aux enfants, si je peux donner l'envie à un de vos étudiants, un de vos élèves, de faire quelque chose qui le passionne, c'est la cuisine, tant mieux, mais quelque chose qui le passionne, ben, pour moi, je dis, il y a un gars ou une fille qui va être heureux peut-être dans sa vie. On les change d'un enfant à la fois, comme on dit. Hein? Oui, tout à fait. Vous savez ça mieux que moi. Monsieur Soulard, c'est déjà terminé. On peut aller sur votre site internet jeansoulard.com. Vous avez un livre qui est sorti dernièrement qui s'appelle L'ADN de l'alimentation québécoise. Ben, vous en avez parlé d'un tout à l'heure, le Soulard des sportifs. Oui, tout à fait. Ça pourrait être intéressant pour les enfants, les ados, les élèves. C'est un livre qui a été fait en collaboration avec Benoît Lamarche, un chercheur en alimentation de l'Université Laval. C'est un chum aussi, un gars qui fait des triathlons et tout ça, là, un grand sportif. Ça, bien sûr, c'est l'alimentation à travers le sport, mais c'est aussi comment le sport réagit à votre organisme et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, les interrogations qu'on peut avoir. C'est un livre qui m'a amusé, puis c'est Benoît qui m'a contacté pour ce bouquin. Et voilà. Ouais. On peut aussi vous retrouver sur votre page Facebook. Ouais. Mais je suis pas un grand gars les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, je dois dire. Je suis allé fouiller un petit peu, puis votre livre était là, est apparu là quand même. Ah oui? Ou il y a quelqu'un qui s'en occupe. Il y a quelqu'un qui s'en est occupé. Oui, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, mais je comprends qu'il y en a comme ça. Là, okay. Ouais. Et dernière question, est-ce qu'on peut avoir un scoop sur un projet qui s'en vient bientôt? Oui, comme je disais, je suis parti juste avant que le coronavirus se déclenche. J'arrive à Pondichéry, dans le sud de l'Inde, pour m'apercevoir 2 jours plus tard dans les journaux, dans la presse canadienne, québécoise, que le branle-bas de combat était déclaré. Je reprends tout de suite un billet d'avion et je reviens me mettre en quarantaine à Québec. Et puis, c'est un livre que j'avais envie de faire depuis de longue date, qui est pas un livre de recettes, qui est un livre finalement un peu c'est un livre de nouvelles, de petites histoires, de plus longues, c'est selon, qui résume un peu des histoires que j'ai vécues, un peu des questions comme vous avez posées là, des histoires que j'ai vécues dans ma carrière, mais aussi avec la grand-mère. Certaines sont un peu romancées et ça m'amuse énormément. Et ce bouquin, j'arrivais pas à m'y mettre parce que c'est beaucoup plus compliqué d'écrire ce genre de livre parce que moi, je suis pas un auteur, je suis un cuisinier, ok? Et écrire 1000 recettes, là, vous me donnez un peu de temps, puis je vais vous les sortir. Oui. Mais écrire un livre autre chose que des recettes,
là, j'étais perdu et je sentais il fallait un temps libre complet. Et puis, bien sûr, avec le coronavirus, mon agenda s'est nettoyé, le temps de le dire. Oui, là, je me suis retrouvé devant ma table, puis je me suis dit, vas-y, shoot. Mais oui, on a le temps. Et le livre, là, après 3 mois, il prend de l'allure. Et si tout va bien, il va sortir cet automne aux éditions Flammarion. Il n'a pas de titre encore. Ben, il en a plusieurs, mais ce sera mieux d'en choisir un. Exact. Et donc, c'est des histoires. Ça se veut humoristique, ça se veut un peu littéraire, ça se veut drôle. C'est des voyages. Oui, je voyage. On voyage autour de la... Avec ces livres-là, on devrait vous connaître un peu. On va connaître un autre côté qu'on connaît peut-être plus ou moins. Oui, tout à fait, tout à fait. Monsieur Soulard, merci beaucoup pour votre temps. Vous avez été très gentil. Continuez à faire vos projets. J'aime ça, surtout quand vous parlez des jeunes, là. Vous êtes venu me chercher, j'adore ça. Et merci pour vos bons mots pour nos jeunes. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un jour. Passez à Québec, venez faire votre jogging sur les plaines, je vais être là. Alors, c'est sûr et certain que je vais essayer ça. Merci. Salut, au revoir.